Je voulais vous évoquer le plan secret de l'Allemagne qui se prépare à une éventuelle guerre avec la Russie. Où on se souvient que les services secrets allemands avaient été les premiers à évoquer 2029. On sait aussi, on en a souvent parlé ici, que l'Allemagne a entamé un effort de réarmement conséquent. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une autre dimension de ce plan, une dimension monumentale. Elle concerne les infrastructures. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, en cas de conflit avec la Russie, s'apprête à devenir la plaque tournante des troupes de l'OTAN en Europe. On va bien comprendre pourquoi et on va bien comprendre quel est ce plan qui concerne donc les routes, les tunnels. Tout va être transformé dans les prochaines années. Ça va être la métamorphose et la naissance d'une nouvelle Allemagne des infrastructures. Le détail, voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, ce plan, quel est-il ? Eh bien, il faut regarder la carte pour tout comprendre. L'Allemagne se situe exactement au centre de l'Europe et de l'OTAN. À l'ouest, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Grande-Bretagne. À l'est, la Pologne, la Hongrie et surtout au sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Ce seul exemple suffit à comprendre. Pour remonter vers le front russe, cette Europe du Sud est bloquée par le massif des Alpes. Les troupes et le matériel devront le contourner pour rejoindre le flanc Est. C'est bien clair, en cas de conflit avec la Russie, c'est par les routes d'Allemagne que transiteront les chars, les convois militaires, les troupes, bref, la plupart des armées d'Europe. Or, plus rien n'est prêt, ni les routes, ni les autoroutes, ni les aéroports, ni les ports, ni les tunnels, ni les campagnes. Première illustration, l'autoroute 44, la voici. Elle relie la frontière belge au centre de l'Allemagne. Elle a déjà servi pendant la guerre froide de piste d'atterrissage. Des avions de chasse s'y posaient et redécollaient comme ici lors d'un exercice. À l'époque, cette autoroute accueillait même une tour de contrôle et des réservoirs de kérosène souterrains sous cette autoroute. Mais tout a changé depuis. Plus rien n'existe aujourd'hui. Or, ce sera l'axe privilégié pour le passage des armées venues de l'Ouest. Berlin va devoir remettre tout cela sur pied. L'Allemagne n'est pas la seule dans ce cas, mais la principale concernée au premier chef. Écoutez Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne. We have to ensure that forces can be in the right place and at the right time. Can our roads, tunnels, bridges bear the weight? Are there enough designated routes for the military movements? It is quite simple. The faster we can move forces, the stronger our deterrence and defense. Alors ces troupes, elles traverseraient l'Allemagne, mais elles stationneraient aussi en Allemagne. Oui, les travaux ont déjà commencé. Il y a quelques semaines, un immense camp est sorti de terre tout près de la frontière polonaise, une sorte de petite ville avec un premier dortoir pour 500 soldats, une cuisine de campagne, une tente de 30 mètres carrés avec réfectoire intégré, cabine de douche et station-service pour ravitailler les chars. Il faudra multiplier cela par 100, peut-être par 1000 dans tout le pays. D'autant qu'un exercice a échoué il y a quelques semaines, les chars n'ont pas pu passer. Il a fallu transporter les troupes par bus. Ce plan monumental prévoit de revoir de fond en comble les ports et les ponts qui les desservent. Exemple à Notre-Dame, face à la mer Noire, ou à Hambourg, qui accueilleront des milliers de chars, d'hommes ou de défense antiaérienne. Un chiffre dans ce rapport de 1200 pages résume l'ampleur de la métamorphose à mener. 166 milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures. 166 milliards d'euros qui s'ajoutent donc déjà au plan d'investissement militaire. Général Trinquant, premier commentaire, on est stupéfait par cette transformation de l'Allemagne donc dans les 2, 3, 4 ans. Alors moi, la première remarque que je vais vous faire, que de souvenirs. Parce que l'Allemagne, à l'époque où elle n'était pas unie, elle était uniquement Allemagne de l'Ouest, c'était la même chose. Moi, j'ai été stationné en Allemagne plusieurs fois. Les plans d'engagement de 2e corps d'armée faisaient transiter des troupes françaises qui allaient vers l'Allemagne. À l'époque, nous connaissions toute l'infrastructure allemande et elle était faite pour laisser passer les troupes. Tunnels, bien les sûr, ponts. vous aviez à l'entrée vous aviez des petits panneaux avec le tonnage des chars autorisés partout. C'était partout comme ça. Depuis les années 90, on a oublié ça. L'Allemagne s'est réunifiée, donc il ne s'agit plus de la partie de l'Allemagne, mais de l'ensemble de l'Allemagne. Et ça a été une des premières remarques. Tiens, là, c'est un
chasseur de chars. Un avion en chasseur de chars américain. Et là, lorsque on a commencé à penser à ce sujet il y a quelque temps, ça a été un des premiers sujets de l'Union européenne, qui a dit qu'il fallait qu'on revoie toute l'infrastructure et qu'on soit capable de se mouvoir. Et donc là, il y a un double sujet. Il y a le sujet de l'Union européenne, il y a le sujet national, bien sûr, mais vous avez le sujet de l'OTAN. Parce que Madame Kallas a beau intervenir, les forces, elles sont sous commandement de l'OTAN aujourd'hui, pas commandement de l'Union européenne. Donc ça va être tout ça, un programme gigantesque. Je note au passage que l'Allemagne investit beaucoup, mais comme vous le savez, l'économie allemande va mal. Il y a des tas d'industries qui ont des problèmes. Et elle investit dans quoi ? Dans l'industrie d'armement et dans l'infrastructure pour pouvoir relancer l'économie. Mais c'est vrai qu'on le voyait très bien sur la carte, c'est un point de passage. Et c'est là où je dis tout le temps qu'on réapprend tout ce qu'on connaissait avant 90. Avec des distances différentes, avec une prolongation, bien sûr, beaucoup plus. Il y a eu un exercice qui s'est passé à l'automne, là, en Roumanie. Pour la France, a déployé une brigade. Et ça a permis de tester tout. Les trains, les routes, la voie maritime par la Grèce. Ça a permis de tester tout ça pour projeter au plus vite des forces sur le front Est. Et donc, voilà, ça me paraît quelque chose de logique, mais qui en plus va servir beaucoup l'industrie, l'économie civile. Bien sûr. L'économie civile aussi. Deux questions candides. D'abord, est-ce qu'il n'est pas possible d'emmener toutes ces troupes et tout ce matériel par la mer, tout simplement, et d'aller directement dans les pays baltes, parce qu'on pense toujours aux pays baltes. Alors, les pays baltes, bon, c'est de l'autre côté. D'abord, ça fait des goulots d'étranglement. Vous imaginez pas, enfin, moi j'ai vu les plans de déploiement de l'époque d'avant 90, c'est absolument colossal. Colossal. Il faut des voies ferrées, il faut des routes, il faut des... l'armée française, se repliant de Roumanie, là, est en train d'essayer le Danube. Vous voyez, donc toutes les voies sont... On a besoin de toutes les voies. Parce que c'est absolument colossal. Et il est temps de se réveiller, parce qu'on avait oublié tout ça. On avait oublié, alors qu'on avait... évidemment, il faut réajuster les plans. On n'a plus les mêmes forces, on n'a pas eu les mêmes ponts, tout ça. Mais... Et deuxième question, on dit que la guerre a changé, qu'elle n'est plus comme avant, que ça n'est plus seulement une affaire d'infanterie, de masse, et que les drones, par exemple, désormais, ont une place prépondérante. Et pourtant, on est toujours dans ces considérations de masse. Ben oui, parce que, premier point, les drones, oui, mais il n'y a pas que les drones. Je rappelle qu'on parlera, mais les Ukrainiens, il y a des hommes quand même derrière des drones. Il y a de l'artillerie, et puis il y a la logistique. Vous savez que la logistique, c'est essentiel. Quand vous allez envoyer un régiment d'artillerie là-bas, vous envoyez combien de camions avec des obus dedans ? Des centaines de camions. Donc c'est surtout pour la logistique. Les forces, elles peuvent se déployer à la limite en dehors des chemins, mais la logistique, elle, est tenue aux itinéraires. 166 milliards d'euros quand même. Ce montant, il paraît énormissime. C'est sur plusieurs années. Mais ce montant-là, il vous surprend quand même, Christian ? Ce sont des montants qui sont à la hauteur de la puissance de l'économie allemande, qui est quand même la 4e producteur d'armes mondiale, avec un peloton de tête qui est emmené par une entreprise très performante qui s'appelle Rheinmetall AG. Donc c'est quelque chose qui n'est pas surprenant de la part de l'Allemagne. Ce qui est plus étonnant, c'est tout l'effort que l'Allemagne a fait finalement en 2 ans, puisqu'elle a plaidé exactement l'inverse. Je rappelle, Wandeln durch Handeln, c'est-à-dire changer à travers le commerce. C'était la doctrine. Il fallait amadouer les Russes en signant des contrats avec eux, y compris d'approvisionnement en gaz, on a vu ça. Mais la transformation de l'Allemagne et la façon dont elle s'est militarisée est spectaculaire. Et la deuxième raison, c'est pas seulement la puissance industrielle, c'est l'état des comptes publics. Et là, il faut quand même qu'on l'évoque. C'est que l'Allemagne peut se permettre d'accomplir un effort de 166 milliards. C'est le seul pays en Europe qui puisse le faire. Ce qui donne d'ailleurs aux Américains des idées, puisque maintenant on a entendu
l'ambassadeur américain à l'OTAN dire que l'Allemagne pourrait remplacer un jour les États-Unis, prendre le commandement de l'OTAN en Europe. Tout ça, ce sont des rumeurs, mais quand même, c'est sorti juste là, et c'est pas par hasard. Et au passage, l'Allemagne fait cela, mais elle fait cela pour l'Union européenne, pour l'OTAN. Donc, est-ce que le financement ne devrait pas être aussi collectif, Daphné ? Alors, oui, effectivement, mais il y a des fonds européens qui sont dédiés en fait pour cette question de mobilité militaire qui est absolument cruciale pour l'UE comme pour l'OTAN, comme vous l'avez dit. Simplement, les fonds européens, on y a consacré à cette mobilité militaire 1,7 milliard d'euros, je parle sous contrôle de Jean, entre 2021 et 2023. L'Union européenne ? Oui, les fonds européens dédiés à cette question-là, c'est seulement 1,7 milliard sur cette période, alors même que, souvenez-vous, en 2024, les 27, ils ont dépensé plus de 300 milliards d'euros en défense. Donc il y a légère disproportion par rapport à l'importance du sujet, parce qu'on peut dépenser des dizaines et des centaines de milliards d'euros en dépenses de défense. Simplement, si les troupes n'arrivent pas en temps et en heure sur le front oriental, si on en a besoin, tout ça est complètement vain. Et on a vu récemment que l'Allemagne, effectivement, avait des vulnérabilités. Par exemple, en 2022, souvenez-vous, quand on a déployé des chars Leclerc, la France, en Roumanie, eh bien, en fait, l'Allemagne a interdit à ces chars Leclerc d'emprunter la voie terrestre, tout simplement parce que la charge des porte-chars était trop lourde pour le code de la route allemand. Donc, ça vous donne une idée quand même de là où on vient. Donc, ils ont commencé à travailler dessus. Autrement dit, Daphné, si oui. je vous comprends bien, on ne peut pas parler de dissuasion, parce que tout ça s'inscrit dans la dissuasion, si la force d'une armée ne s'accompagne pas des moyens de la transporter. Non, mais bien sûr. Et la libre circulation des équipements militaires à travers ce qu'on pourrait appeler un Schengen militaire, bien, elle n'existe pas encore en Europe. Et il y a deux raisons. C'est la vulnérabilité des infrastructures et les lourdeurs administratives. Justement. Deuxième point qui est important aussi. Oui, absolument. On parlait justement, vous évoquiez l'exercice otanien d'Asian Fall qui s'est achevé il y a quelques semaines. Et les Français ont dû déployer des trésors d'inventivité pour répondre aux demandes de la bureaucratie, en fait, à chaque étape. Parce qu'il y a une partie des convois qui ont dû passer par la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie. Et à chaque fois, il faut donner toutes les plaques d'immatriculation de tous les véhicules, de tous les canons César, etc. Il faut avoir des listes extrêmement exhaustives de tous les personnels. Enfin, c'est quand même très lourd. Et en même temps, ce sont des infrastructures en temps de paix. Donc on ne peut pas vraiment s'étonner de ça. Je vous donne la parole, Jean, dans un instant, mais la question qui vient à l'esprit, c'est « et la France ?» Parce que, bien sûr, la France, elle aussi, transportera son armée, mais elle aussi servira de point de transit et de stationnement. Est-ce que nos ponts, nos routes, nos autoroutes sont prêtes ? Alors, en particulier pour les forces américaines, si elles venaient à renforcer, autrefois, il y avait des plans dans lesquels le 3e corps américain arrivait des États-Unis, mais avec des lieux de stockage en Allemagne, donc ce qui limitait les problèmes de transport. Mais vous voyez l'Espagne, si l'Espagne avait à traverser, naturellement, il y aurait une grande partie. Donc, il y a des itinéraires qui sont identifiés aujourd'hui, et les transports en France pour les forces étrangères sont quand même nettement moins importantes qu'en Allemagne. En Allemagne, les Britanniques vont dans la région d'Anvers, en fait, donc sont plus au nord, et nous, on se préoccupe essentiellement des forces françaises, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de plans aujourd'hui pour les Italiens et les Espagnols, en passant par la France, ni les Portugais d'ailleurs. On va avancer, mais Jean, vous qui avez toujours un œil, si j'ose dire, sur les situations, les scènes publiques des différents pays européens en tant que correspondant pour Libération à Bruxelles, est-ce qu'en Allemagne, il y a aussi le débat qu'on a en France directement sur est-ce que notre état d'esprit doit changer ? On va parler du service militaire dans quelques instants. Et surtout à l'heure où la presse révèle ce plan secret de 166 milliards pour les infrastructures. Alors, première chose, ce plan secret, il s'inscrit en réalité dans un plan européen. Au début d'année, on a adopté un livre blanc, ensuite qui a été mis en musique par ce qu'on appelle une feuille de route qui a été adoptée il y a un mois. Et la semaine dernière, la Commission a proposé un Schengen militaire. C'est-à-dire ils ont identifié un certain nombre de corridors. C'est quoi un Schengen militaire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour traverser un pays, il faut 15 jours avant d'obtenir une autorisation administrative. 15 jours. Donc l'idée, c'est de passer à 3 jours et une autorisation
c'est 15 jours, c'est pour un convoi qui passe. Et après, il faut renouveler. Donc là, c'est 3 jours pour obtenir l'autorisation et c'est valable pour l'éternité. C'est-à-dire, une fois que c'est OK, les convois pourront passer. On peut imaginer qu'en cas de guerre, évidemment, on ne respecterait pas ces délais. Mais il faut bien voir que le cas de guerre, c'est le moment où les troupes attaquent. C'est trop tard. C'est-à-dire, il faut traverser avant pour qu'on puisse se masser à ces frontières. Donc, on a identifié toute une série de corridors pour amener le maximum de troupes. Vous citez le cas espagnol. On sait que l'Espagne, elle n'enverra pas beaucoup de matériel. De toute façon, elle n'arme pas. Elle refuse de faire l'effort commun. Elle a refusé l'objectif de 5%. C'est pour ça que ça a énervé Trump. Donc l'Espagne et le Portugal, c'est pas le sujet. Mais c'est le sujet, c'est pour la France notamment ou pour l'Italie. Et donc des corridors ont été identifiés. Et il va y avoir beaucoup d'argent qui va être mis là-dedans parce que notamment dans le prochain budget européen, on autorise les États à investir une partie des fonds régionaux, vous savez, les aides régionales qui actuellement permettent de payer des ronds-points, de payer des grands ronds-points à travers le monde, l'Europe entière, et là de les mettre justement dans ces infrastructures militaires. Donc ça va être des centaines civils et militaires, à double usage, comme on dit. Voilà, une route, c'est à double usage par nature. Et c'est l'idée aussi que à terme, alors on ne passe pas en économie de guerre, parce que l'économie de guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, tous les transports militaires, les trains, les routes, les avions, la priorité absolue, c'est militaire. C'est ce qui se passe en Russie, c'est ce qui se passe en Ukraine. Chez nous, c'est pas le cas. Mais c'est qu'on est en train de préparer les esprits, justement, à ce passage à l'économie de guerre. Et je réponds là à votre question, c'est que les débats... je dirais... Est-ce qu'on se fait peur? Est-ce qu'on exagère? Moi, j'adore cette expression ancienne, mais c'est une expression de boomer, des débats de corne-cul, parce qu'on n'a pas à l'Est. Ça n'existe pas en Pologne, ça n'existe pas dans les pays baltes, parce qu'on a une conscience très étroite du danger, et on sait qu'on y va, ou dans les pays nordiques même, parce qu'ils savent qu'on y va, à terme, d'une façon ou d'une autre. En Allemagne, ça a basculé ce type de discours sur « mon Dieu, la guerre tue », moi, je les ai pas vus. Je parle sous le contrôle de mes collègues. Moi, je n'ai pas entendu l'équivalence. Et nous, tout le monde nous regarde en disant waouh. C'est quand même comment un pays qui dispose d'une des armées les plus puissantes d'Europe, parce que c'est toujours le cas aujourd'hui, qui a l'arme nucléaire, qui sait donc du jour au lendemain, on peut être rasé par des armes nucléaires et on peut raser nos voisins. Comment on peut avoir ce débat sur va-t-on ou pas mourir en cas de guerre? Oui, si. Donc il y a consensus en Allemagne. C'est ce qu'on retient pour à la fois l'investissement militaire et l'investissement civil pour accueillir le militaire. Non, vous avez l'air un peu plus partagé, mais on va avancer. Simplement sur le service militaire dont on parlera tout à l'heure, le Parlement allemand ne veut pas passer à l'obligation du service militaire. Ils ont quand même un fort sentiment pacifiste qui fait que l'obligation, alors qu'ils n'arrivent pas à recruter, ce qui n'est pas le cas de l'armée française. Eux n'arrivent pas à recruter et pourtant ils n'arrivent pas à mettre en place un service.